Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Éric Lombard. Bonjour. Bonjour. Directeur général de la Caisse des dépôts, institution bicentenaire, bras financier de l'État, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et pourtant, assez méconnu. Tout le monde connaît le nom de la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, la Caisse des dépôts, mais si on déposait la question français, je pense, sur votre métier au quotidien, il ne saurait pas. D'ailleurs, il y a cette anecdote savoureuse, et j'ai envie de revenir dessus. Juste avant d'être nommé, vous rencontrez Édouard Philippe, le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il a été maire du Havre pendant 9 ans. Je ne sais pas bien ce qu'elle fait, la Caisse des dépôts. Et là, on se dit qu'il y a du boulot pour expliquer ce que vous faites au quotidien. Alors, le Premier ministre, à mon avis, était ironique, parce que les élus savent ce que nous faisons. Simplement, on le fait peut-être de façon insuffisamment coordonnée, et c'est ça qu'on a voulu changer cette année. Mais avant, qu'est-ce que c'est que la Caisse des dépôts? En fait, tous les Français nous connaissent. Parce que d'abord, nous gérons les encours du livret A. Tout le monde connaît le livret A. Très bonne partie du livret A. 200 et quelques milliards d'euros. Alors, pour ce qui est centralisé à la Caisse des dépôts, oui. Une autre partie est gérée dans les banques. Oui. Et puis, nous gérons les dépôts des notaires. Quand vous faites une transaction immobilière, votre argent, il est chez votre notaire. En fait, le notaire, il le met à la Caisse des dépôts. Ouais, 60 milliards d'euros. Ou les huissiers font pareil. Donc, on est en fait l'institution du livret A, des professionnels de la justice, de la sécurité sociale. Et ça nous donne des ressources, 430 milliards d'euros. En tout. Qui nous permettent de Entre travailler. le livret A, les dépôts des notaires, tout voilà, ça, on arrive à tout 404 milliards d'euros. 430 milliards d'euros. Et ces 430 milliards d'euros, en fait, ils travaillent. Tout travaille, évidemment. C'est l'argent des Français. On investit. On investit d'abord sur les territoires, au Havre et ailleurs, pour financer quoi? Le logement social. Voilà. Le logement social. Pas que. Les collectivités locales, les infrastructures, la transition écologique et énergétique, des usines de biomasse, des éoliennes, des panneaux solaires. Tout ça est financé avec d'autres par la Caisse des dépôts. Et ça, c'est une partie extrêmement importante de notre activité. Financer, encore une fois, sans marge pour vous? C'est différent du financement Alors, bénévole, entre guillemets? Nous finançons toujours avec marge. C'est pour ça qu'on a publié hier de bons résultats. Pourquoi est-ce que nous finançons avec marge? La Caisse des dépôts appartient à tous les Français, mais elle n'a pas d'actionnaire. Et donc, pour assurer la pérennité de l'institution, qui existe depuis 202 ans, il faut qu'on soit profitable. Une partie de ces résultats, c'est augmenter nos fonds propres, 48 milliards d'euros aujourd'hui qui permettent de prendre des risques et de nous développer. Et puis ces résultats aussi, nous en versons la moitié à l'État. Cette année, nous allons verser à l'État 1,6 milliard d'euros. 1,6 milliard d'euros à l'État. C'est quand même, puisqu'on est en pleine privatisation d'ADP, c'est 8 fois les dividendes d'ADP, pour bien mesurer, donner un peu l'ordre de grandeur. Hein. Nous sommes un contribuable important et on en est fiers. Parce que financer l'État, ça fait partie d'un devoir citoyen, notamment quand on est. Ça tombe dans le budget de l'État, ça publique. fait plouf dans le budget de l'État. Qui décide d'ailleurs de reverser cette somme et à quoi elle est affectée après dans le budget de l'État Alors, le budget d'État, il est fongible, donc nous, on fait le chèque à Bercy, et puis Bercy, ensuite, utilise ça pour les écoles, pour la défense, pour la police, etc. Alors, si on rentre dans la technique, mais on ne va pas le faire trop, on paye un équivalent impôt, parce qu'on n'est pas soumis à l'impôt, mais on paye un impôt comme une société, même si on n'est pas une société. Et puis, nous avons 2 bilans. Il y a les fonds d'épargne, donc le livret A, et puis le bilan propre de la caisse. Et chacun de ces bilans a des règles propres, mais là je pense qu'on est à un niveau technique qui n'est pas passionnant pour les auditeurs. Ce qui est important, c'est au total 1,6 milliard. Donc on est un établissement public qui rapportons de l'argent à l'État. Alors on a compris une des missions de la Caisse des dépôts, Éric Lombard, c'est la lutte contre les inégalités sociales, la fracture territoriale. Et là on se dit, avec la crise des Gilets jaunes, on est là dans le... Il y a du boulot. Oui, mais ça veut dire que quelque part, si aujourd'hui... Il y a tout ce qui se passe, c'est que vous avez failli, quand je dis vous, c'est l'établissement, elle n'en fait pas assez, la Caisse des dépôts n'en fait pas assez. Si aujourd'hui on en est là, ou je vais un peu vite là quand même, évidemment. En fait, il y a beaucoup de territoires de la République qui vont bien, où il y a de l'emploi, il y a du développement, il y a des entreprises, les quartiers ont été rénovés, et cette France qui va bien, heureusement, c'est une majorité de notre pays. Mais il y a cette France qui va mal, cette France qui a été délaissée, c'est la France et sur laquelle la réalité, et j'en prends ma part, on n'a pas fait assez, on n'a pas fait assez tôt. Et cette impatience, il faut qu'on la traite. La Banque des territoires, qui est un des métiers de la Caisse des dépôts que nous avons que vous avez lancé au printemps 2018, on l'a lancé avant la crise des Gilets jaunes. Mais oui, parce qu'on sentait bien qu'il y avait une demande de ces pays. C'est une proposition que j'avais faite au président de la République et au Premier ministre, au ministre des Finances, qu'ils ont accepté. Donc on avait un constat partagé de ces difficultés. La Banque des territoires, c'est de rénover le logement social là où le logement social va mal, faire revenir les commerces dans les centres-villes. Il y a un projet magnifique, c'est le projet Cœur de Ville.
222 villes moyennes, des villes de 10 000 à 100 000 habitants. Depuis 40 ans, l'État ne s'est pas occupé de ces villes-là. Ces villes-là, c'est des villes comme Roanne, c'est des villes comme Mâcon, c'est des villes comme Libourne. On peut cartographier parfaitement ces villes 25% de la population y vit. J'ai envie de dire, c'est un peu caricatural, c'est beaucoup des villes où le mouvement des Gilets jaunes a été important. Parce que ce sont des endroits où il n'y a pas assez de services publics, il n'y a pas assez d'entreprises, il n'y a pas eu assez de rénovation urbaine, alors qu'il y a de l'initiative, il y a de l'énergie. Les élus de ces villes-là sont formidables. Ils portent des projets pour leur ville. Ce qu'on veut, c'est mettre en place les financements. On met le paquet. On met le paquet. Mais depuis un an. Il y a 5 milliards entre ce que fait l'État, ce que font nos amis d'Action Logement et ce que fait la Banque des Territoires, qui va mettre 1,7 milliard depuis un an sur ces villes-là qui ont été un peu délaissées. Mais il ne faut pas oublier toutes les politiques de la ville qui, depuis 20 ans, ont permis de rénover des quartiers dans lesquels ça va mieux. Et donc, il n'y a pas de mouvement dans ces quartiers-là. Donc, en fait, il faut rattraper ces endroits-là. Pour ces édiles, pour ces maires de villes de taille moyenne, pour le coup, plutôt rurales, qui veulent réhabiliter ou pas d'ailleurs leur centre-ville, qu'est-ce que vous faites concrètement à la Caisse des dépôts? C'est de l'ingénierie, c'est aider à monter un dossier, c'est le financement, c'est tout? Merci de cette question. En fait, ceux qui sont porteurs de projets, c'est les élus. Nous travaillons avec les élus de la République, c'est pour ça que le maire du Havre nous avait vus déjà. Les élus, ils ont des projets pour leur ville. Et nous, on va les aider avec de l'ingénierie, avec du capital, avec des financements, à les structurer, à les mettre en œuvre. L'élu, il peut vous dire, par exemple, je veux faire revenir les commerces en centre-ville. Pour ça, il faut que j'achète les fonds pour remembrer, pour qu'il y ait des commerces plus importants, plus modernes qui viennent. Et puis peut-être, il faut aussi des transports publics modernes, si possible écologiques, et puis rénover l'habitat, rénover les bâtiments publics, rénover l'habitat social. Et tout ça doit se faire dans un certain ordre, parce qu'il ne faut pas que les travaux empêchent aussi la ville de fonctionner pendant ce temps-là. Donc on travaille là-dessus avec ça, nous travaillons avec eux, pour que ces programmes soient établis, financés, mis en œuvre. Et je peux vous assurer, toutes ces villes, elles sont en train de se transformer. Et il y en a déjà qui ont franchi le col, si je puis dire, où les habitants reviennent, où des entreprises reviennent, où la croissance économique repart. Et ça change les choses. Ouais. On a quelques images, je ne sais pas si on peut les passer. Je crois que c'est à Bastia, de programme que on va voir les images là. Ça, c'est le maire d'Ajaccio, sauf erreur de ma part. Ça, c'est Ajaccio. On a refait la place Campinqui, qui est une très belle place qui est sur le long du port, financée par la Caisse des dépôts. Et effectivement, à Bastia, des quartiers avec des logements vétustes, avec les élus de la collectivité, nous rénovons ces bâtiments. Et ça, en fait, ça a plein d'avantages. D'abord, ça permet aux personnes de vivre dans des logements décents. Deuxièmement, si on fait de l'isolation thermique, c'est bon pour la planète et c'est aussi bon pour les factures. Bon, à Bastia, le problème d'isolation thermique, il joue, mais il joue dans l'autre sens aussi. Ouais. Et puis, troisièmement, ça fait travailler les entreprises du coin. Donc, effectivement, moi, j'ai été en permanence sur le terrain. J'ai visité près de 70 villes l'année dernière avec les élus pour travailler avec eux sur ces programmes. Voilà, très belle vue de la Corse, c'était une des belles visites. Vous avez assez d'argent, parce qu'on imagine que les projets doivent être, ça fourmille, il doit y avoir des projets partout, les besoins sont immenses en France, dans les différents territoires. Vous arrivez à suivre? Pour nous, ce qui manque, c'est les projets, ce n'est pas les fonds. Non. 430 milliards de ressources, on peut investir pour 20 milliards pour le commun des par an. mortels, on se dit, mais c'est contre-intuitif de se dire, les besoins sont énormes, mais les projets n'arrivent pas à se monter et à venir jusqu'à vous. Je vous remercie de me donner l'occasion de le dire. On peut investir en financement et en capital 20 milliards par an, rien que dans la Banque des Territoires, sans parler du financement des entreprises, etc., au bénéfice des territoires. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire émerger ces projets. Alors, il faut aussi que ces projets soient rentables, puisque nous, on met de l'argent, mais il faut qu'on le récupère. Ça, c'est une tour Elitis à Strasbourg, si je la reconnais. C'est une tour à énergie positive. Il se passe des choses merveilleuses dans ce pays. C'est une tour qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. La vente de l'énergie est donnée aux habitants de la tour sous forme de Stückchen. C'est une monnaie locale qui peut être utilisée dans les marchés locaux pour acheter dans des boucles courtes des produits faits par les agriculteurs des alentours. Comment on fait pour aider les projets à remonter? Alors, on dit aux maires que nous sommes là pour les aider. On leur donne de l'ingénierie s'il faut.
parce que ça c'est quelque chose qu'on met en soutien. Et ces élus, je dis les maires parce que c'est vraiment eux qui sont à la manœuvre, ou les présidents de communautés urbaines, de communautés d'agglomération, ils ont des milliers d'idées. Donc après, quand on travaille avec eux, les idées, elles se structurent, elles émergent et elles aboutissent, comme ici à Strasbourg. D'ailleurs, cette tour, elle est dans un quartier qui a été entièrement rénové. C'est-à-dire que quand on visite la France avec ce regard d'aménageur, qui est celui de la Caisse des dépôts, il y a déjà eu des transformations formidables qui ont été faites. Il faut juste continuer avec méthode, avec détermination. Et ça, c'est la banque, encore une fois, c'est la banque des territoires qui s'occupe de ça concrètement. C'est la banque des territoires. Mais qui finance des, comment dire, qu'on appelle des... À la fois, il faut qu'il y ait une entreprise, qu'il y ait un bâtisseur, qu'il y ait un maire. Il faut que tout ce monde-là se monte un projet ensemble et qu'il vous le propose. C'est ça le process? Il y a une complexité. L'origine du projet, pour ce qui nous concerne, c'est les élus ou les organismes de logements sociaux. Et après, on va chercher l'opérateur, le promoteur, le constructeur, et on organise tout ça. Et ça se fait dans toute la France, en métropole et dans les Outre-mer. Et ça, on sait le faire, et ça se fait très bien. Puisque l'aménagement de la France, ça fait, je dirais, des siècles, en tout cas que la Caisse y contribue. Simplement, il faut que ce développement soit mieux équilibré. On a d'abord, en Ile-de-France, beaucoup investi. Depuis 20 ans, le fait métropolitain est apparu, et les métropoles, c'est plutôt des endroits qui vont assez bien, où il y a de l'investissement, où il y a de la ressource. Et il faut continuer à équilibrer le territoire, maintenant en investissant plus dans les villes moyennes, dans les zones rurales, dans les quartiers, pour qu'il y ait un équilibre, et que le développement économique et aussi le plaisir de vivre soit le même, que vous soyez dans une petite ville, dans un bourg ou dans une métropole. On voit les images, là, je ne sais pas trop pourquoi. Imprimante 3D, quel rapport avec la choucroute? Merci d'avoir envoyé ces images. Quel rapport avec la Caisse des dépôts? Ça, c'est à Nantes, où on finance beaucoup d'innovations autour de ce qu'on appelle la Smart City, ou les nouvelles façons de développer. Et ça, c'est une façon très rapide de construire un logement de façon peu coûteuse dans des endroits qui peuvent être compliqués. Là, c'est une maison qui a été construite alors qu'il y avait des arbres qu'on voulait protéger. Et donc le plan de la maison est un peu compliqué. On a réussi à protéger les arbres, on a fait la maison, ça va être un logement, et ça peut être demain une nouvelle façon de construire, de façon écologique et peu onéreuse. Ouais, pour clore ce sujet, mais qui est passionnant, sur cette urgence sociale, territoriale, ce désespoir dans ces villes qui se sentent abandonnées, il y a, pardon, je ne sais pas si c'est le sujet, mais ça fait planer un risque sur la démocratie. Ça fait parce qu'il y aurait cette tentative, enfin voilà, ce rejet des élites, des politiques, légitime pour ceux qui pensent continuer à payer les impôts, mais ne plus avoir de services publics, une qualité de vie qui s'est dégradée, et donc la volonté d'essayer autre chose, une autre aventure. On voit bien que certains... C'est un sujet, vous êtes d'accord? C'est évidemment un sujet. C'est évidemment un sujet, et nous sommes convaincus qu'avec cette énergie que nous mettons avec les élus sur le territoire, on contribue à protéger notre démocratie, parce que certains, effectivement, la contestent. Mais quand on est à visiter une ville avec un élu, tous les élus, parce que tous les élus sont engagés, ils sont motivés, mais je peux vous dire que ce n'est pas la même image. On va sur les marchés, dans les rues avec les élus, les gens leur disent bonjour, les saluent, il y a une relation chaleureuse. On l'aime son maire. Il y a une relation avec l'élu local sur les territoires qui est positive et qui est porteuse d'avenir, et c'est pas assez connecté avec le national. C'est un sujet que peut-être le grand débat va contribuer à traiter, mais c'est clair que la question est posée. Sans lancer un appel, on passe à autre chose après, aux élus locaux, vous en faites assez pour aller les voir, tous ceux qui en ont besoin? Il y a, en termes de communication, ils savent voilà, que vous existez tous et qu'il faut aller venir avec des projets, et que derrière, il y a du financement qui est là, qui est prêt. Il n'y a plus qu'à. La Banque des territoires a 35 implantations dans tout le pays, en métropole et dans les Outre-mer. Nous sommes présents avec eux. Moi, je vous ai dit, j'étais les voir, mais mes collègues vont les voir régulièrement. On était au congrès des maires, on avait un stand, on voit les fédérations d'élus. Donc, on est vraiment très au contact. Et normalement, au-delà de la boutade du Premier ministre que vous rappeliez, les élus savent ce qu'on fait. Mais on aimerait en faire plus, et la Banque des territoires, c'est vraiment le signal que nous donnons au territoire. Et vous avez les moyens pour. Là, moi, je m'attendais à ce que vous me disiez, non, on manque de moyens, il faut plus de moyens. On a les moyens financiers, nos équipes, qui sont valeureuses et pas très nombreuses, travaillent à fond, et voilà, mais on va continuer à leur donner des moyens de faire plus. Les moyens financiers, en tout cas, sont là. Bon, puisqu'on parle des moyens financiers, tiens, revenons sur les résultats publiés hier par la Caisse des dépôts. 1,76 milliard d'euros hors fonds d'épargne. Je sais que vous aimez tout mélanger, mais si on devait comparer par rapport aux années précédentes, c'est quasiment 8 milliards d'euros. D'où ça vient? C'est lié en fait aux participations qu'a la Caisse dans
si je ne me trompe pas, la BPI, Banque Publique d'Investissement, dans CNP Assurance, dans La Poste, dans ICAD. ICAD, côté en bourse, on a reçu M. Vignol, Olivier Vignol, son président, la Compagnie des Alpes, qu'on a reçu aussi, M. Jean-Dominique Marcel, c'est ça? Dominique Marcel, Transdev, toutes ces participations, cotées ou pas, ça fait remonter encore une fois des dividendes, et c'est comme ça qu'on a ce 1,8 milliard d'euros. Je simplifie un petit peu ou... Alors, la première source de revenus, si on regarde ce qu'on appelle la section générale, donc c'est la Caisse des dépôts historique, c'est 140 milliards d'euros d'actifs, une partie placée sur les marchés financiers, des obligations, des actions. Ça a rapporté beaucoup l'année dernière parce que ces placements ont été bien gérés et ça soutient l'économie française. Parce que ce sont des actions on parle des actions Valeo, vous êtes à plus de 5% dans Valeo, on est monté avec 2,5% dans la Société Générale. Absolument. Tout ça, ce sont vos... Tout ça sont des participations. Mais dans le cadre de la gestion d'actifs et des quasiment 150 milliards d'euros voilà, que vous gérez. Qui sont dans les 150 milliards. Après, on a de l'activité de financement qui est aussi dans cette section générale dont vous parlez. Et effectivement, cette section générale, elle porte nos grandes participations stratégiques. Vous avez cité les principales, La Poste, CNP Assurance, ICAD et BPI France, naturellement, qui est un très très grand acteur au service des entreprises. Et ça a généré un résultat de près de 1,8 milliard. Au travers des dividendes qui remontent. Au travers des dividendes qui remontent et puis des placements directs de la section générale. Résultat en légère baisse parce que l'année dernière, en 2017... tout le monde a dit effectivement légère baisse. Oui, parce qu'en 2017, il y a eu une plus-value exceptionnelle, notamment par la vente de la participation dans une société d'autoroute, la SANEF. Voilà. Et on n'a pas reproduit. Et donc ça fait ce qu'on appelle un effet de base. Ça fait un effet de base, mais on est à la cible qu'on avait prévue, donc on est content de ce résultat, qui encore une fois est réinvesti au bénéfice des territoires, pour la part qui n'est pas versée à l'État. La section générale aura versé plus de 900 millions à l'État cette année quand même, donc c'est pas rien. L'actionnaire Caisse des dépôts dans ces boîtes, dans Valeo ou ailleurs, c'est actionnaire de long terme, c'est agréable pour un management d'avoir, voilà, à l'ère où on voit beaucoup de fonds activistes monter en puissance, mettre en difficulté les managements, parfois à juste titre, parfois dans une logique spéculative de court terme. C'est agréable d'avoir une vision. C'est votre vision, vous, quand vous investissez? D'abord, quand vous voyez les résultats, ça veut dire que quand on a une vision de long terme, c'est aussi très efficace économiquement. Et ça, j'étais assureur auparavant, les assureurs aussi sont à long terme. La vision de long terme, c'est celle qui produit le plus de richesse. Nous, si on est des activistes, c'est des activistes de l'intérêt général. Et en fait, quand on est actionnaire, on a 3 critères. L'intérêt de la société. Une société appartient pas à ses actionnaires. Les actionnaires apportent du capital, les salariés apportent la force de travail, mais c'est un corps social qui a son intérêt propre. Le rapport de Sénart et Nicole Notta le dit bien. Les Américains appellent ça les stakeholders. C'est les stakeholders, absolument. Comment on traduit ça, stakeholders? Les parties prenantes. Les parties prenantes. Les parties prenantes, bon. Donc l'intérêt de la société. Deuxièmement, on doit quand même veiller à l'intérêt économique de la Caisse des dépôts. Ouais. C'est l'argent des Français. Donc on est très attentif et si quelque chose évolue mal, naturellement, on intervient, on a une discussion avec le management, etc. Et puis le troisième point, c'est l'intérêt général, parce que la Caisse des dépôts, elle est porteuse de l'intérêt général. Et donc on privilégie tout ce qui concerne l'intérêt général. Par exemple, ICAD est très avancé pour construire pourquoi garder ICAD? Pourquoi garder ICAD en participation? Vous êtes posé la question de dire, bah, tiens, il y a une revue des participations, oui. Est-ce qu'on cède, est-ce qu'on garde? La question. Alors pourquoi est-ce qu'on a gardé ICAD? Très belle société. D'abord, elle est extrêmement engagée dans la construction qui protège la planète, disons avec des techniques très modernes. ICAD détient des réserves foncières dans le sud de la plaine Saint-Denis, dans 9-3, et puis autour d'Orly. Je pense que c'est important que dans le développement de ces réserves foncières qui sont très importantes dans le projet du Grand Paris, la vision d'intérêt général puisse primer. Alors, non pas primer, parce que ICAD est coté en bourse, et donc on est très attentif. Puis nous, on n'est qu'un actionnaire, évidemment, parmi d'autres, mais en tant que principal actionnaire d'ICAD, on est très attentif à ce que cette vision d'intérêt général, elle soit représentée. Voilà, c'était très intéressant. Vous revenez évidemment l'année prochaine pour les prochains résultats. Ouais, si vous m'invitez. Ah oui, on a fait œuvre utile pour expliquer un peu les missions, encore une fois, au-delà des résultats financiers, les missions de la Caisse des dépôts, qui a des moyens, qui attend les projets des édiles, des maires pour les financer. C'est bien ça? C'est exactement, vraiment, les élus, mais aussi les entrepreneurs au travers de BPI France. Il y a beaucoup d'énergie dans notre pays, on a des moyens financiers, voilà, il faut que les deux se rencontrent. Connecter tout le monde. Merci d'avoir été avec nous, donc, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. Merci. Merci à vous.